La bête humaine de Zola. Nous allons commencer par analyser le personnage de Jacques Lantier, qui est le héros du roman, et essayer d'envisager en quoi la bête humaine pourrait être identifiée à Jacques Lantier, comme plusieurs indices du roman le laissent à penser. Cette publicité de la vie populaire qui annonce la publication de la bête humaine en plusieurs épisodes représente très vraisemblablement Jacques et Séverine. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que l'on retrouve une présentation finalement très humaine des personnages. Jacques et Séverine sont habillés et ont une apparence physique tout à fait humaine, et que le dessinateur va essayer de reproduire une certaine violence de la relation dans les gestes employés, le geste de Jacques, qui a l'air évidemment assez pressant vis-à-vis de la jeune femme, et l'ambiguïté de la posture de la jeune femme qui a l'air de repousser Jacques, mais qui peut-être n'est pas exempte d'une certaine sensualité. Nous allons commencer dans ce premier chapitre à analyser la relation entre Jacques et Flore, ou le réveil de la bête, avec la problématique suivante: la fêlure de Jacques témoigne-t-elle de son humanité ou de son animalité? Vous avez ici une capture du titre du film de Jean Renoir, La bête humaine. Vous voyez, ce qui me semble intéressant, c'est la façon dont le titre a été écrit, dans une écriture qui semble être comme des traits de peinture rapide, de façon un peu abrupte et sec, mais également qui peut évoquer comme des griffes d'un animal, comme une trace laissée par un animal sur l'écran. La scène entre Jacques et Flore se situe au chapitre 2. Jacques est venu voir la tante Phasie et il va ensuite retrouver Flore. Dans cette scène, ce qui est intéressant, c'est notamment leur relation conçue comme un véritable rapport de force. À travers la citation suivante, la guerrière se réveillait, cabrée, batailleuse, à cette première approche du mal. On voit bien la posture prise par Flore, une posture de combat, ce qui va être une de ses caractéristiques pendant la totalité du roman. De même que vous voyez le terme de mal qui est utilisé ici, qui déjà permet une sorte de glissement et d'ambiguïté dans la dissociation entre l'homme et l'animal, puisque le mal peut être un terme utilisé autant pour un homme que pour un animal. Le moment de tendresse qui va être vécu entre les deux personnages n'est pas à proprement parler justement un moment de tendresse. Vous voyez, dans les phrases qui sont utilisées pour décrire ce moment, on a plutôt une violence présente dans les verbes et dans les adjectifs épithètes. Il l'avait saisi d'une étreinte brutale et il écrasait sa bouche sur la sienne. Leur relation est caractérisée par ce rapport de force. Elle se refusait quand même, dans un instinct de combat. Elle le souhaitait et elle se disputait à lui dans un besoin d'être conquise. On a donc véritablement une étreinte amoureuse caractérisée par une sensualité et par un rapport de force et un certain plaisir dans le rapport de force, puisque Flore est décrite comme un personnage qui souhaite véritablement être conquise. Cette relation de combat et cette relation de rapport de force est assimilée ici à un instinct. Donc il serait dans l'instinct humain, cela le rapproche-t-il de l'animal, d'être dans cette relation de domination qui est exprimée également dans la citation: il sentait une nécessité de bataille pour conquérir la femelle et la dompter. Vous voyez que petit à petit, le vocabulaire glisse sensiblement vers un vocabulaire qui assimile l'homme à un animal par les thèmes de mâle, de femelle et par cette relation de domination. Comme si le rapport ici à la sexualité, à la sensualité, était un rapport vécu sur un mode de domination qui rapprochait l'être humain de l'animal, ou, interrogation, est-ce que dans le rapport sensuel et le rapport sexuel, est-ce que au sein de ce rapport, il n'y a pas une révélation du caractère animal de l'être humain? Jacques pensait son mal guéri, notamment grâce à la lison et à l'abrutissement qu'il trouve dans son travail. Or ici, lors de la scène avec Flore,
il redécouvre avec horreur que son mal n'est absolument pas guéri et que la tentation de tuer est toujours présente. On le trouve ici dans une fureur semblait le prendre, une férocité qui le faisait chercher des yeux autour de lui, une arme, une pierre, quelque chose enfin pour la tuer. Ce qui peut sembler évidemment étonnant, le lecteur ne s'attend absolument pas à cette pensée de la part du personnage, étant donné qu'on est dans une relation érotique, dans un désir des deux personnages, mais néanmoins, la pulsion de mort, le thanatos, s'invite dans cette relation érotique. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est les termes employés, puisqu'on a l'impression que Jacques est totalement passif dans ce qui lui arrive, une fureur semblait le prendre, il est objet véritablement de cette pulsion, et on a toujours ces termes, la férocité qui est plutôt attribuée à un animal d'habitude, qui est ici attribuée à un homme, donc la pulsion intérieure, inconsciente, qui le maîtrise totalement, serait une animalité qui s'exprime ici avec ce désir de tuer et de trouver une arme, vous voyez, une pierre, quelque chose, peu importe, pour tuer cette femme que pourtant il désire. C'est répété dans cette autre citation, tuer une femme, avec une exclamative, cela sonnait à ses oreilles du fond de sa jeunesse avec la fièvre grandissante, affolante du désir. On a cette idée d'un retour aux origines et également d'un symptôme physique, vous voyez, qui n'a rien de raisonné, bien entendu, imaginé, exprimé par le terme de fièvre, et cet affolement véritablement du désir qui est dans une montée grandissante d'un appel impérieux qui défie la raison et qui s'impose à Jacques. Et ce qui me semble aussi intéressant dans la dernière citation, c'est cette idée que le but visé, c'est le plaisir. Atteindre le plaisir ici n'est pas tant et n'est pas véritablement dans l'acte sexuel, mais dans le plaisir de tuer, ce que l'on va retrouver bien entendu plus tard dans le roman. C'était pour le plaisir parce qu'il en avait une envie telle qu'il s'il ne s'était pas cramponné aux herbes, il serait retourné là-bas en galopant pour l'égorger. Donc là, cette citation a lieu lorsque Jacques a quitté Flore et qu'il est parti errer dans la campagne, complètement affolé par ce désir. En plus, il est attaché à Flore qu'il connaît depuis l'enfance, donc il est véritablement bouleversé par cette pulsion de mort qu'il découvre en lui pour cette jeune femme qu'il apprécie énormément. Et vous voyez, il y a la reconnaissance d'un véritable plaisir qui serait assouvi et connu dans le meurtre. Et on voit également la force de cette pulsion, puisqu'il y a vraiment une lutte physique à l'intérieur de Jacques, avec cette idée de se cramponner aux herbes, et vous voyez le côté un peu désespéré du personnage qui se cramponne aux herbes, puis également toujours cette description du personnage qui l'assimile à un animal par les termes de galoper, notamment, par cette métaphore, et par cette image de l'égorger, qui est une image extrêmement violente. Ça n'est pas seulement tuer, c'est véritablement égorger. Et vous voyez que dans la violence de cette image de meurtre et de la façon de tuer, il y a implicitement l'évocation d'un stade animal. Donc l'animalité serait associée à une violence sans limite, qui serait au fond de l'individu et qui serait associée à une pulsion, véritablement. Jacques est ainsi le lieu d'une pulsion, un personnage qui se découvre avec horreur et angoisse comme étant habité par quelque chose qu'il ne maîtrise absolument pas. Vous avez ici, vous voyez, plusieurs expressions qui soulignent cette absence de maîtrise de Jacques et l'idée que le personnage est un espace, est un lieu qui est un véritable spectateur de force qui s'exprime en lui indépendamment de sa volonté. Donc vous avez l'expression une fureur semblait le prendre, un grand froid le dégrisait. Vous voyez qu'ici, la venue comme la disparition de cette tension se fait de façon totalement immaîtrisée, sans l'usage de la volonté, de la décision ou de la raison.
La description ensuite du paysage désert dans lequel il erre, qui est comme comparé à un labyrinthe sans issue, est tout à fait une image qui évoque également, bien entendu, son espace intérieur. L'absence de visibilité et de compréhension de Jacques de ce qu'il habite, de sa propre identité, et où on a le terme de la folie qui est assimilé à l'état d'esprit de Jacques. Le mal abominable, c'est les termes utilisés par le personnage pour décrire ce qu'il ressent. Et on trouve, vous voyez également, cette assimilation de ce mal à une rage, évidemment, terme qui évoque l'animal. De même que cette expression, cela revenait en lui affreux, aigu, comme si les ciseaux eussent pénétré dans sa propre chair. On a évidemment l'aspect totalement charnel, physique, de ce qu'il ressent et qu'il habite totalement. Face à cette pulsion destructrice, le personnage de Jacques essaie de comprendre. Et nous avons, via le narrateur, un discours indirect libre de Jacques qui essaie de réfléchir aux raisons pour lesquelles ce mal existe en lui, qui essaie de réfléchir à son identité, sa spécificité en tant qu'individu. Donc ce qui est intéressant, c'est que pourrait donner l'impression ici que finalement cette pulsion inconsciente qu'il n'arrive pas à maîtriser et dont il ignore l'origine serait du côté de l'animal en tant que violence, qu'absence de raison, que pulsion qui s'impose avec violence. Et que le désir de comprendre, de rationaliser, d'organiser et d'essayer de trouver un sens à cette pulsion pourrait être davantage assimilé à une dimension humaine, comme ici il aurait voulu comprendre qu'avait-il donc de différent lorsqu'il se comparait aux autres, et il va évidemment rechercher notamment dans sa famille des possibles explications de son mal. Peut-être ses frères avaient-ils eu chacun son mal qu'il n'avouait pas. On a notamment l'évocation d'Étienne, personnage principal du roman Germinal, ou de Claude, personnage principal du roman intitulé L'œuvre. Notamment, Jacques accentue sur la fêlure et la fragilité de Claude, puis il affirme « La famille n'était guère d'aplomb, beaucoup avaient une fêlure. Lui, à certaines heures, la sentait bien, cette fêlure héréditaire. » Alors c'est une notion évidemment chère à Zola, et qu'il va analyser tout au long des Rougon-Macquart, cette notion de fêlure. Donc cette pulsion qu'il associe à un véritable animal dans son besoin de meurtre et de violence. Donc ici, l'animal serait associé à une réalité qui fait peur, à une réalité en dehors de toute morale et une réalité violente et destructrice notamment du semblable, serait assimilé en fait à une origine familiale, généalogique, dans lequel transmise par le sang et les nerfs. Je vous invite à regarder les vidéos complémentaires qui analysent la fêlure héréditaire dans le projet des Rougon-Macquart. Vous avez ici l'arbre généalogique des Rougon-Macquart qui a été présenté et réalisé par Zola, et le principe étant, je vous l'explique rapidement et vous pourrez avoir davantage d'informations sur les vidéos qui sont avec ce diaporama. Le principe étant qu'il y a une ancêtre, Adélaïde, qui a une fêlure intérieure, qui va tomber dans la folie, et que cette fêlure du personnage va se transmettre via le sang et les nerfs à tous ses descendants, de façon plus ou moins visible, chacun exprimant cette fêlure de différentes façons, via l'alcoolisme, via ici la pulsion de meurtre chez Jacques. Donc c'est une théorie à laquelle Zola est extrêmement sensible et qu'il a beaucoup intéressé au XIXe siècle de travailler sur cette transmission familiale qu'il assimile comme étant une transmission par le sang, par les nerfs, et qu'il va essayer d'analyser dans tous ses romans. Zola s'est ainsi passionné
pour toutes les recherches scientifiques de son époque qui essayaient d'analyser la folie et également les comportements humains, la psychologie, l'ancêtre de la psychologie, et la psychanalyse. Donc on le retrouve ici dans sa description du mal et de l'état intérieur de Jacques. C'était dans son être de subites pertes d'équilibre, comme des cassures, des trous, par lesquels son moi lui échappait, au milieu d'une sorte de grande fumée qui déformait tout. Vous voyez qu'ici on retrouve bien entendu la passivité du personnage, cette conscience d'être le théâtre d'une action, d'une réalité qui lui échappe et qu'il ne maîtrise pas. On retrouve plusieurs expressions qui expriment l'opacité, l'aveuglement, l'ignorance du personnage quant à ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et vous voyez ce qui peut susciter une profonde angoisse, de ne pas se connaître. Je est un autre, on est tout à fait dans cette image-là. Et l'image de ce moi qui lui échappe et qu'il ne connaît pas. De même que cette perte d'équilibre, comme si d'une certaine façon, au cœur de ce qu'il est, de son identité, et que peut-être son identité même, serait un déséquilibre, une situation anormale, une réalité anormale. Comme si sa réalité profonde était une réalité désaxée, une réalité monstrueuse. On le retrouve dans des expressions comme les cassures ou des trous, ou ces pertes d'équilibre. Vous voyez, l'idée que le moi s'épanouit n'est pas la profonde réalisation et l'épanouissement de son identité, mais au contraire, la mise à jour d'un profond déséquilibre et d'un dysfonctionnement, comme on le retrouve dans l'expression suivante, il ne s'appartenait plus, il obéissait à ses muscles, à la bête enragée. Donc, comme si son moi, ou son ça, d'une certaine façon, était véritablement une bête enragée, comme si, s'il était véritablement lui-même, il était monstrueux. Et cela rejoint un certain nombre de préoccupations qu'on va avoir bien dans des siècles bien précédents, qu'on a déjà chez Racine, avec Britannicus, avec Néron, comme on l'avait vu. Est-ce que le personnage, en étant véritablement lui-même et en épanouissant profondément son être, est-ce que le danger n'est pas d'épanouir quelque chose de véritablement monstrueux? Et là, on assimile la monstruosité à l'animalité, puisqu'ici c'est une bête enragée qui se manifeste, qui viendrait se manifester si elle n'était pas contrôlée. Donc vous voyez un peu la situation tragique de Jacques finalement. Si il laisse entendre sa véritable nature, il est un personnage monstrueux qui n'a aucune limite et qui ne veut que détruire les femmes qu'il poursuit. Et donc, il serait condamné finalement à être hypocrite ou à avoir une duplicité ou à ne pas pouvoir s'exprimer véritablement, être véritablement lui-même pour pouvoir vivre en société et pour pouvoir évidemment respecter un certain nombre de valeurs morales et de règles bien entendu sociales. Et il le dit bien, pourtant il ne buvait pas, il n'est pas sous le coup d'une drogue ou d'une substance qui modifierait son état normal. Son état normal est d'être cette bête enragée. Et ça n'est que par l'anesthésie de la relation à la liaison, par exemple, et de l'abrutissement dans la conduite de sa machine, qui l'abrutit physiquement et psychologiquement parce qu'il est complètement pris par la conduite et les risques possibles qu'il peut rencontrer en conduisant sa machine, que Jacques peut véritablement se contrôler. Il en venait à penser qu'il payait pour les autres, les pères, les grands-pères, qui avaient bu, les générations d'ivrognes dont il était le sang gâté, un lent empoisonnement, une sauvagerie, qui le ramenait avec les loups mangeurs de femmes au fond des bois. Vous voyez qu'on a ici cette idée que Jacques subit quelque chose dont il n'est absolument pas responsable et que le crime, du coup, ne serait pas un crime commis en toute responsabilité, finalement, et que se transmet ici, on est dans le thème de la fêlure héréditaire, la responsabilité, le sang gâté des ancêtres se transmet à lui, les fêlures, les difficultés, les cassures des membres de la famille se transmettent à lui. Et ce qui est intéressant, c'est que cette transmission et ces cassures,
ces pulsions destructrices sont assimilées à une, une animalité. Vous voyez, ça n'est pas uniquement cette idée qu'il y a en soi un moi qui est destructeur et qui se transmet. Il y a aussi cette idée que dans cette transmission, la caractéristique, la nature ou la conséquence de cette pulsion est un retour à l'animalité. Puisque vous voyez, à la fin de la phrase, on est dans cette sauvagerie qui le ramène avec les loups mangeurs de femmes au fond des bois. Donc, cette pulsion inconsciente, transmise par la famille, n'est pas qu'une pulsion inconsciente, elle est une pulsion inconsciente qui le déshumanise. Ce qui peut sembler paradoxal, puisqu'on peut se dire que cette pulsion serait le propre de l'homme, d'avoir cet inconscient, vous voyez, qui travaille en lui et que l'homme va essayer d'approprier. On pourrait se dire que la caractéristique de l'individu, c'est d'avoir un moi, un ça, un surmoi, toute cette construction et cette hypothèse de travail proposée par Freud d'une réalité de l'inconscient. Or, ici, on a cette idée que cette caractéristique inconsciente est quelque chose qui nous relie ou nous ramène, tout dépend comment on l'interprète, à un stade animal. Et vous voyez bien cette image, bien entendu, du loup mangeur de femmes, du loup-garou, tout ce fantasme dans l'inconscient collectif du cannibalisme, déjà, et également du rapport au loup, qui est un animal qui va souvent susciter tout un imaginaire de peur, de fantasmes, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les livres pour enfants, malgré la différence de situation dans laquelle nous sommes par rapport au Moyen Âge ou par rapport au XVIe, XVIIe siècle, la réalité, la popularité des récits pour enfants qui parlent de loups est permanente et extrêmement forte. Donc autour de ces animaux se cristallisent des fantasmes de cannibalisme, des fantasmes de violence et tout un rapport un peu ambigu, vous voyez, d'attirance et de répulsion, de peur et de fascination pour cette existence que l'on imagine inconsciemment. On est bien sûr dans l'inconscient, ça n'est absolument pas rationnel et c'est difficile à verbaliser en mots, mais dans cette image fantasmée d'une vie à l'état sauvage, sans barrière sociale, sans repères moraux et sans prisme moral pour vivre la réalité, et qui serait une sorte de stade antérieur de l'être humain. Pour terminer sur l'analyse du roman et la relation de Jacques et de Flore, 2 citations. La première, il sentait le besoin perverti de la jeter morte sur son dos, ainsi qu'une proie qu'on arrache aux autres à jamais. Vous voyez qu'on retrouve dans la description de la pulsion de Jacques et de ses désirs, l'assimilation bien sûr de Jacques à un animal, et la relation finalement entre Jacques et les femmes comme une relation animale de prédateur face à une proie qu'il essaie d'attraper. De même, on retrouve bien entendu cette idée d'un besoin perverti, vous voyez, et l'interrogation, est-ce que cette part d'animalité est une perversion ou est-ce que c'est la réalité de l'être humain? C'est une question bien entendu qui est posée par le roman. Dans la dernière citation, son crâne éclatait sous l'effort, il n'arrivait pas à se répondre, puisque Jacques essaie de trouver évidemment des réponses, des solutions à son mal, et il n'y arrive pas. Trop ignorant, pensait-il, le cerveau trop sourd. On a le sentiment pour Jacques, ou le pressentiment, qu'il lui manque un certain nombre d'informations, vous voyez, pour véritablement comprendre ce qui lui arrive. Il n'est pas Freud, et il ne connaît pas véritablement la réalité de l'inconscient, par exemple, ou la cause de la traduction de la fêlure héréditaire dans cette pulsion de meurtre. Et pour terminer, on est véritablement dans le mal-être et l'angoisse du personnage, que l'on a déjà évoqué, sur cette notion que c'est un personnage qui est dessaisi de lui-même, sa volonté n'est pour rien dans ce qu'il fait, et il ne connaît pas véritablement la cause de ce qu'il habite. Donc c'est un personnage qui est complètement étranger à lui-même et qui se découvre complètement étranger à lui-même, ce qui est évidemment
extrêmement angoissant. Je vous invite à présent à regarder la scène filmée par Jean Renoir et à écouter le commentaire que j'en ai fait pour essayer d'analyser comment Renoir, un réalisateur donc, va essayer par l'image de rendre compte de cette animalité, de cette bête humaine qui se trouve en Jacques, la difficulté étant évidemment pour le réalisateur qu'il ne peut pas véritablement utiliser une voix off, par exemple, qui serait le commentaire de Jacques sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il fait. Donc comment, à travers les outils du cinéma, véritablement retranscrire cette réalité de la bête humaine et du conflit intérieur de Jacques.